Bonjour à tous, bienvenue dans cette toute nouvelle fiction audio. Avant que celle-ci ne commence, je vous invite à vous installer confortablement et vous munir d'un casque audio ou d'écouteurs afin de vous procurer une meilleure écoute. Si vous voulez nous aider, n'hésitez pas à passer sur notre page Tipeee ou à acheter un de nos t-shirts sur notre boutique en ligne Redbubble. Sans plus tarder, partons ensemble à la découverte de la maison au bord du lac. Mars 2015. Nicolas Vanzetti, jeune homme de 15 ans, venait d'emménager dans une nouvelle maison avec sa mère après la séparation de ses parents. La demeure était une maison ouvrière au bord d'une route qui longeait un lac et était à l'orée d'une forêt de conifères. Aux alentours, il n'y avait que très peu de choses. Seule demeurait une maison voisine à celle de Nicolas et un cabanon de pêche se trouvant de l'autre côté de la route, devant l'habitation. Il était environ 20 heures. Le jeune homme, assis sur son porche, lisait tranquillement le livre Thérèse Raquin, ouvrage figurant au programme de français de son année scolaire. Il s'arrêta afin de regarder quelques instants la légère houle du plan d'eau se trouvant à une quinzaine de mètres de lui. Un sentiment d'incompréhension commença à s'emparer de l'adolescent. D'ordinaire, le doux bruit des vagues l'apaisait et l'aidait à se concentrer. Mais à cet instant, la présence du lac lui faisait ressentir un malaise grandissant, si bien qu'il décida de rentrer à l'intérieur de sa maison. Avant de s'engouffrer dans la chaleur de son foyer, il jeta un coup d'œil vers l'habitation de sa voisine. Un détail dans le jardin attira l'attention du jeune homme. Sur un tronc d'arbre coupé était posée une hache. Nicolas était assez peureux. Il avait mal vécu un cambriolage dans son précédent logement et cet événement avait laissé quelques traces. Il trouvait alors qu'une hache en libre accès dans un lieu aussi isolé était inconscient et dangereux. N'importe qui pourrait surgir des bois avoisinants, prendre la hache et commettre quelque autre atrocité. Nicolas passa donc la soirée à lire son bouquin devant les flammes de sa cheminée, tout en préparant un stratagème pour se débarrasser de l'objet qui l'effrayait tant. Le lendemain, Nicolas rentra vers 16h30 de sa journée de cours, ramené par le tuteur de son meilleur ami Dmitri. Profitant du fait qu'il était seul chez lui, il alla toquer à la porte de sa voisine, voyant que sa voiture était garée dans son allée. Il frappa une bonne minute à la porte, sans que rien ne se passe, mais au moment où il allait rebrousser chemin, l'entrée s'ouvrit, révélant une femme mince d'une 40aine d'années, aux cheveux noirs et au visage terreux marqué de cernes. Elle prit la parole. « Qu'est-ce que tu me veux ?» Bonjour madame, je suis votre voisin. En fait, je voulais savoir si je pouvais emprunter la hache qu'il y a dans votre jardin pour aller couper du bois pour ma cheminée. Déclara le jeune homme d'un ton mal à l'aise. « Tu veux la vieille hache pourrie qu'il y a sur le tronc d'arbre ?» Oui. Vas-y, prends-la. Tu peux même la garder, elle ne me sert plus à rien. Et je suis pas sûr qu'elle coupe encore. Lança la femme avec beaucoup de nonchalance avant de fermer la porte au nez de Nicolas. Ce dernier se rendit donc dans le jardin de sa voisine et prit la hache. Une fois chez lui, il descendit à la cave et sépara le bout métallique de l'objet de sa anse. Le soir venu, il prétexta auprès de sa mère qu'il allait sortir les poubelles. En réalité, il alla se saisir des deux parties de la hache et se rendit au bord du lac. Il faisait une nuit noire et face à cette étendue d'eau, Nicolas avait un sentiment d'oppression, comme si quelque chose l'observait. De plus en plus effrayé, il lança les deux morceaux qu'il avait dans les mains le plus loin possible vers le plan d'eau, avant de retourner chez lui. Malheureusement, cette nuit-là, le son des vagues fut beaucoup plus intense qu'à l'accoutumée, faisant passer une affreuse nuit à Nicolas. Mais quelque chose effraya bien plus encore le jeune homme. Durant cette nuit, des bruits de pas se firent entendre à l'extérieur. Le matin même, après un sommeil plutôt perturbé, Nicolas s'habilla, déjeuna et monta dans la voiture de sa mère afin de se faire amener au lycée.
en tournant légèrement la tête vers la maison de sa voisine. Il aperçut cette dernière du coin de l'œil. La femme était sur son porche, se tenant droite et ne bougeant pas. Intrigué, Nicolas la regarda plus en détail. Elle fixait visiblement quelque chose dans son jardin. Le cœur du jeune homme manqua un battement lorsqu'il orienta ses yeux dans la même direction que ceux de sa voisine. Sur un tronc d'arbre coupé dans le jardin était posée la hache, séparée en 2 morceaux. Soudain, le regard de la quarantenaire se tourna vers l'adolescent, et tandis qu'elle esquissait un léger sourire, lui était tétanisé. Le trajet de 25 minutes paraissait encore plus long qu'à l'accoutumée. Les pensées de Nicolas défilaient aussi vite que la route devant lui, tout s'emmêlait dans son esprit, et sa vue se troublait à mesure que sa terreur grandissait. Et si la voisine avait sorti la hache de l'eau? Si c'était elle les bruits de pas dans la nuit? Si c'était une folle, une psychopathe? Effectivement, elle paraissait froide et antipathique. Et sinon, comment la hache serait-elle réapparue? Les interrogations du jeune homme furent stoppées lorsque la mère de celui-ci brisa le silence pesant qui s'était installé. Au fait, je serai pas là ce week-end, j'ai un séminaire. Attends, comment ça? Je vais rester 2 jours seul à la maison? Demanda l'adolescent, quelque peu effrayé à cette idée. La mère reprit. Oui, j'ai prévu le tuteur de Dmitri pour qu'il vienne passer le week-end avec toi. Et tu pourras inviter d'autres copains à toi. Par contre, pas d'alcool, je te préviens. Lança la cinquantenaire en rigolant. Le fait d'avoir ses amis auprès de lui pendant 2 jours avait rassuré Nicolas. Il était même plus qu'impatient de les voir. Durant la journée, il invita ses amis et leur donnèrent rendez-vous le jour même, chez lui, à 19h. Ils formaient un petit groupe de camarades qui se connaissaient depuis la classe de 6e. Il y avait bien sûr Nicolas, Dmitri, son meilleur ami, Gabin, Charline et Elisa. Le soir venu, vers 18h30, la mère de Nicolas, l'ayant ramené de ses cours, prit quelques affaires et les chargea dans sa voiture. Mais la maîtresse de maison n'était pas la seule à faire cela. La voisine, elle aussi, avait visiblement décidé de partir. Elle avait mis dans sa camionnette de nombreuses valises ainsi que quelques objets de décoration. Nicolas était assis sur les escaliers du porche de sa maison et regardait la femme. En voyant cela, elle lui sourit et cria. « Hé, merci de m'avoir rendu la hache, mais c'était pas la peine. » En entendant ces mots, le jeune homme se figea. Cela voulait donc-il dire que ce n'était pas elle qui avait repris l'objet dans le lac? La quarantenaire monta dans son fourgon, le démarra, et en s'engageant sur la route à toute allure, son rétroviseur griffa la voiture de la mère de Nicolas. Celle-ci fit un geste de la main à la conductrice qui sortit son buste de la fenêtre du véhicule. « Putain! Vous avez pas l'impression de dépasser d'1 mètre sur la route, là? » lança-t-elle. « Mais regardez ma portière, la rayure que vous avez faite !» rétorqua la mère. Eh ben, vous aviez qu'à être bien garé. Vous avez une allée, c'est pas pour rien. Je vous préviens, on va faire un constat toutes les deux. Vous pouvez toujours essayer, moi je me casse de slack maudit. Vous me reverrez plus. Déclara-t-elle sur un ton moqueur avant de faire un doigt d'honneur et de partir à vive allure. La mère de Nicolas bougonna quelques instants en inspectant de plus près la rayure sur sa portière, ne manquant pas d'insulter sa voisine. Une fois son énervement passé, elle donna certaines instructions à son fils pour le week-end et partit. Le jeune homme était désormais seul. En regardant le plan d'eau, un malaise vint s'emparer de lui. Bientôt, les amis de l'adolescent débarquèrent et leur week-end improvisé put ainsi débuter. Dans la soirée, vers 23h, Elisa proposa au groupe d'aller faire une sorte de bain de minuit dans le lac. Tous acceptèrent l'idée, à l'exception de Nicolas et Dmitri, expliquant qu'à cette période et à cette heure, l'eau était extrêmement froide. Ils trouvèrent un entre-deux en allant faire barboter leurs jambes dans les flots. Effectivement, l'eau était glacée. Les bords du lac étaient peu profonds, sur une dizaine de mètres, mais passé cette distance, l'enfoncement s'accentuait de plus en plus, jusqu'à atteindre les quasi 30 mètres de profondeur au centre du plan d'eau. Derrière le cabanon de pêche, sous l'eau, sous les graviers et les pierres, il y avait visiblement une surface bétonnée. Ce soir-là était calme. Il n'y avait ni trop de houle, ni trop de vent, mais les 5 compères remarquèrent tout de même que l'eau était particulièrement vaseuse.
Après avoir passé presque 1 heure dans l'eau, le groupe se dit qu'il était plus raisonnable de rentrer. Ils se réchauffèrent au coin du feu, regardèrent un film, discutèrent de tout et de rien, puis allèrent se coucher. C'était une bonne soirée. Rien d'étrange ne s'était produit et Nicolas se sentait serein. Mais durant la nuit, le jeune homme entendit à nouveau des bruits de pas à l'extérieur. Il rationalisa en se disant que son esprit lui jouait probablement des tours, en raison du stress qu'il avait accumulé ces derniers jours. Le lendemain matin, tous se levèrent vers 9 heures, et Nicolas prépara le petit déjeuner. C'était une matinée ensoleillée, alors le groupe comptait bien profiter de l'extérieur pour déguster les tartines qu'avait fait le maître de maison. Mais, en arrivant sur le porche, les 5 amis remarquèrent immédiatement ce qu'il se trouvait sur la table. Il y avait un œuf blanc, beaucoup plus gros qu'un œuf de poule, et dont la texture de la coquille était semblable à de la peau. En regardant plus attentivement, Nicolas put voir qu'il semblait y avoir quelque chose qui bougeait à l'intérieur. Dmitri lança. « C'est peut-être un cadeau chelou de ta voisine. C'est sûrement elle qui est venue cette nuit. » Toi aussi, t'as entendu les bruits de pas ? Demanda Nicolas, presque hystérique. « Bah ouais. Tout le monde les a entendus. » Répondit Dmitri. Ma voisine, elle est pas là. Elle a quitté sa maison hier. Ça peut pas être elle. Déclara Nicolas sur un ton inquiet. Cette information donna des sueurs froides au groupe. La journée passa. Les 5 adolescents firent leurs devoirs ensemble, jouèrent aux jeux vidéo et vers 17h, Dmitri, qui allait souvent pêcher avec son tuteur, eut l'idée d'aller prendre des cannes à pêche dans le cabanon qui se trouvait au bord du lac. Aucun des 5 adolescents n'y virent d'objection, et c'est ainsi qu'ils se dirigèrent tous vers la petite cabane en bois. Pour plaisanter, Gabin prit l'œuf avec lui et fit de nombreuses photos du groupe en la compagnie de l'objet. L'œuf était en quelque sorte devenu la mascotte des 5 compères. En voyant que la porte était fermée, Dmitri demanda à Gabin, beaucoup plus robuste, de l'enfoncer. Une fois fait, tous pénétrèrent donc dans le cabanon. Mais à la surprise générale, il n'y avait rien. L'endroit était vide. Charline remarqua qu'au sol se trouvait une trappe. Intrigué, mais pensant également que le matériel de pêche était probablement en dessous, Nicolas et son ami soulevèrent la petite porte. Devant le groupe se dévoila un escalier très sombre qui plongeait visiblement vers une salle en dessous du cabanon. Gabin, Charline et Elisa allumèrent les lampes torches de leur téléphone et descendirent les escaliers. Les 2 amis restants n'étaient pas spécialement à l'aise et avaient comme un mauvais pressentiment. Mais la curiosité les poussa à s'enfoncer dans l'obscurité. Lorsqu'il fut arrivé en bas, Gabin pointa le mur avec sa lumière pour chercher un interrupteur, et une fois trouvé, il l'actionna afin d'illuminer la pièce. Des néons bleus et violets vinrent éclairer les 5 amis, bouche bée face à ce qu'ils venaient de trouver devant eux. C'était une salle d'environ 15 mètres carrés, arborant sur chacun de ses murs un symbole étrange, un pentacle à 4 branches surmonté d'un œil. Il y avait disposé, en rangées de 7, une trentaine de meubles contenant des sortes de terrariums en verre. À l'intérieur des vivariums se trouvaient des œufs semblables à celui que le groupe avait trouvé sur le porche le matin même, à la différence près que tous les œufs présents dans la pièce étaient percés de dizaines de petits trous et étaient noircis. Nicolas commença à prendre peur en pensant que l'endroit faisait peut-être office de hangar pour un trafic d'animaux sauvages. Sur une décision collective, après plusieurs minutes à discuter et inspecter les lieux, Gabin finit par poser l'œuf dans un terrarium et tous s'en allèrent sans même prendre la peine d'éteindre les lumières. Mais vers 21h, alors que les 5 amis étaient en train de manger, ils entendirent des bruits de verre cassés. En tendant l'oreille, ils purent discerner que les sons venaient du cabanon. Ils sortirent à pas de loup et se dirigèrent vers l'endroit. Ils pénétrèrent à l'intérieur et se rendirent compte que le fracas provenait de la pièce dans le sous-sol de la cabane. Le groupe demanda à Nicolas d'y aller, prétextant qu'il habitait ici, et Dmitri se proposa de descendre avec son meilleur ami. Ils ouvrirent lentement la trappe
et dévalèrent les escaliers avec le plus de discrétion possible. Arrivés en bas, les deux compères se retinrent de hurler de terreur. Devant eux, une scène atroce était en train de se produire. L'œuf était troué, et sur le sol se trouvaient 5 fœtus humains, grandissant à une vitesse anormalement rapide. Mais le plus terrifiant dans ce spectacle abominable était que les créatures en croissance adoptaient les mêmes traits de faciès que le groupe d'amis. Nicolas et Dmitri remontèrent à toute vitesse dans le cabanon et racontèrent ce qu'ils venaient de voir à leurs amis. Au début, ils ne les croyaient pas, mais en voyant l'état d'affolement des deux jeunes hommes, et notamment de Dmitri, qui n'était pas aussi facilement effrayé, le groupe dut se rendre à l'évidence. En bas se trouvaient bel et bien des doubles des 5 compères. Charline eut l'idée de prendre les rochers qui bordaient le cabanon pour bloquer la trappe et la porte. Gabin s'empressa alors de déposer des pierres sur le passage du plancher. Elisa proposa d'aller se cacher dans la maison de Nicolas, mais ce dernier eut une autre pensée. Allumer toutes les lumières de son habitation et se cacher dans celle de sa voisine, étant vide. Ils le firent et Dmitri envoya un rapide message à son tuteur en lui informant de la situation. La bâtisse voisine faisait la même superficie que celle de Nicolas. Gabin enfonça la porte d'entrée et le groupe pressa le pas à l'intérieur de l'habitation. Celle-ci était très mal entretenue. Des déchets d'emballage ou de sachets plastiques jonchaient le sol. Il y avait de la poussière sur les meubles, des toiles d'araignée dans les coins, et en fouillant, ils purent trouver un trépied sur lequel étaient fixées des jumelles pointant vers le lac. Soudain, les 5 adolescents entendirent un énorme brouhaha venant du cabanon. En regardant discrètement par la fenêtre, ils purent voir que les créatures humanoïdes avaient réussi à sortir de leur geôle de bois. Elles étaient nues, avaient la même corpulence et le même visage que celles des membres du groupe, à la différence près qu'elles n'avaient aucune pilosité, pas d'appareil génital et que l'iris de leurs yeux était blanc. Les doubles du groupe se mirent en route vers la maison de Nicolas. Ils cassèrent la porte et un raffut assourdissant se fit entendre, sans que les 5 amis ne puissent voir quoi que ce soit, la demeure étant désormais hors de leur champ de vision. Pendant ce temps, Gabin et Dmitri cherchaient de quoi se défendre. Elisa et Charline essayaient de boucher les entrées avec ce qu'elles trouvaient, tandis que Nicolas, effrayé, scrutait le lac par la fenêtre. En fouillant, Dmitri tomba sur une porte en fer, close par un cadenas. Inquiet, il recula de quelques pas, puis lança en chuchotant. « Hey, venez voir. » Tout le groupe le rejoint, mis à part Nicolas, tournant frénétiquement la tête à droite et à gauche en regardant l'extérieur. Dmitri se réavança, haletant, et posa son oreille sur la paroi froide de la porte. Aucun bruit. Il fit un signe à Gabin pour lui demander de se rapprocher. « Tu entends quelque chose, toi ?» demanda-t-il. Son ami se concentra quelques secondes, puis lui répondit. Non, j'entends rien. Gabin prit le cadenas dans ses mains. Il était verrouillé par un code à 4 chiffres et par une serrure se trouvant sur la partie inférieure de l'objet. Le jeune homme se retourna et prit une pince à cheveux qui se trouvait sur la tête de Charline. Il la plia et la rentra dans le verrou pour tenter de débloquer le mécanisme. Mais rien. Alors, il essaya de changer les numéros en tournant les roues crantées présentes sur la fermeture. Mais là encore, aucun résultat. Dmitri regarda aux alentours et remarqua une tige de fer qui traînait sur le sol. Il s'en saisit et la coinça dans la anse du cadenas, comme pour faire levier. Les 2 compères donnèrent un grand coup de pied sur la barre d'acier, ce qui fit enfin sauter le verrou. Le meilleur ami de Nicolas ouvrit la porte et s'avança en premier dans la pièce. Elle était très sombre et une odeur mélangeant limaille de fer et désinfectant parcourait l'atmosphère. Soudain, un long râle se fit entendre. Elisa alluma la lampe torche de son téléphone et éclaira devant elle. Le groupe sursauta et Charline étouffa même son cri en se mettant la main devant la bouche pour ne pas faire de bruit. Dans le fond de la salle se trouvait une cage dans laquelle était enfermée une créature humanoïde, ressemblant trait pour trait à la voisine de Nicolas, mais pourtant sans pilosité, ni appareil reproducteur, et au teint pâle. Le double avait l'air mal en point, puisque sa peau présentait de nombreuses ecchymoses, des cicatrices un peu partout sur le corps.
Le groupe était bouche bée et effrayé, bien que l'alter ego ne semblait pas dangereux, puisque restant à somnoler dans sa cage, en expirant longuement. Les 4 amis se ravancèrent. Elisa balaya la pièce avec sa lumière. Près de la cage se trouvait un petit chariot à instruments sur lequel étaient posées différentes sortes de scalpels et de pinces. Sur une table avoisinante trônait un microscope à côté d'enveloppes vides frappées de l'étrange sceau AUSEM. Mais ce qui intéressa par-dessus tout le groupe était le fusil de chasse accroché sur un des murs. Soudain, la voix de Nicolas se fit entendre depuis l'extérieur de la salle. Le jeune homme déboula dans l'encadrement de la porte en fer. « Les gars, je crois qu'ils sont sortis de chez moi. » « Vite, viens !» lança Dimitri en attrapant son meilleur ami pour le faire rentrer dans la pièce. Le jeune homme clôt la porte le plus silencieusement possible et la verrouilla à l'aide de la poignée intérieure prévue à cet effet. À peine rentré dans la pièce que Nicolas remarqua la créature emprisonnée. Il s'apprêtait à laisser s'échapper un cri de terreur, mais son meilleur ami lui mit la main sur la bouche, empêchant tout hurlement. Il lui chuchota à l'oreille. « Visiblement, elle est endormie. Alors ferme-la et la réveille pas. » Dmitri retira sa main, et Nicolas lâcha quelques respirations haletantes, les yeux fixés sur l'humanoïde. Un silence de plomb régnait désormais. Un silence oppressant, qui ne présageait rien de bon. Un silence qui, bientôt, fut brisé par des bruits de coups sur la porte d'entrée de la demeure. Mais le son des clapotis de l'eau ainsi que celui de pas dans le lac se fit également entendre, comme si quelqu'un venait de sortir du plan d'eau. Le fracas incessant devenait de plus en plus fort jusqu'à ce que le groupe entende une fenêtre se briser. Les 5 adolescents étaient tétanisés, tandis que leurs doubles se rapprochaient. Leur marche résonnait dans la maison, venant rythmer ces quelques secondes qui paraissaient pourtant être des heures. Puis, plus un bruit. Nicolas lâcha comme un soupir de soulagement, quand soudain, l'alter ego de la voisine, qui se trouvait encore dans la cage, ouvrit les yeux, laissant entrevoir le blanc de son iris, observa le groupe, et hurla de toutes ses forces, dans un cri assourdissant, à mi-chemin entre le gémissement d'agonie et le cliquetement d'insectes. Dmitri se précipita sur le fusil accroché au mur, s'en saisit et tira sur la créature qui s'effondra au sol. Mais trop tard, le mugissement avait alerté ses congénères qui commencèrent déjà à frapper l'entrée blindée de la pièce. La violence et le nombre des coups étaient croissantes, lorsque brusquement, les coups de poing furent remplacés par des coups de hache. Hache dont la lame transperça le métal de la porte après une dizaine de collisions. Un bras surgit de cette ouverture et tâta la paroi jusqu'à toucher la poignée qu'il déverrouilla, lui permettant d'ouvrir l'accès à la salle. Les 5 adolescents étaient pétrifiés face à leur double maléfique. Leurs yeux blancs reflétaient la pâle lueur de la lune qui venait les éclairer par derrière. Sans hésiter, Dmitri rechargea le fusil et décocha une balle dans la poitrine de son clone. Celui de Charline se jeta sur la jeune femme, tandis que Gabin essayait d'esquiver les coups de hache de son alter ego. Celui de Nicolas se lança à la poursuite de l'adolescent, qui le repoussa d'un coup de pied, après quoi l'humanoïde reçut dans la tête la lame de la hache que Gabin avait retournée contre son adversaire. Dmitri, avec la crosse du fusil, assomma le clone d'Elisa, mais Charline, elle, était toujours au sol, et son doppelganger avait fait jaillir des petites tentacules blanches de sa bouche qu'elle avait insérées dans celles de son homologue. Les yeux de la jeune femme commencèrent à se révulser et sa peau à devenir de plus en plus pâle à mesure que celle du double prenait des couleurs. Bientôt, les yeux de la vraie Charline devinrent blancs, tandis que ceux de sa copie se teintèrent de brun. La créature avala ses tentacules et, dans un rictus déformé, lança « Les amis, c'est moi !» Elle n'eut pas le temps de finir sa phrase que Gabin lui fendit le crâne en deux d'un puissant coup de hache, répandant des morceaux de cervelle blanchâtre sur toute la paroi du mur. Le jeune homme lâcha son arme et se pencha sur le corps, visiblement inconscient, de son amie. Il la secoua plusieurs fois, mais pas de réponse. Elle ne respirait plus,
et son cœur ne battait plus. Charline était morte. Gabin fondit en larmes au-dessus du cadavre de sa compère. Mais c'était sans compter sur son double qui, bien qu'amoché, se releva derrière lui. Dmitri le remarqua et tenta de recharger l'arme qui, malheureusement, n'avait plus de balles. Il scruta la pièce à la recherche de cartouches et justement, un paquet traînait sur le bureau qui collait un des murs de la salle. Nicolas était juste à côté. Alors, Dmitri s'écria. « Nico, lance-moi les cartouches !» Stressé, le jeune homme regarda à droite et à gauche jusqu'à trouver les recharges. Mais lorsqu'il s'en saisit, le clone de Gabin venait de ramasser la hache qui se trouvait au sol et était en train de l'armer au-dessus de son homologue. Il était trop tard pour le fusil. Dmitri le laissa tomber et se jeta sur le doppelganger à une vitesse surhumaine, si vite que les deux traversèrent le mur du salon et tombèrent à l'extérieur de la maison. Nicolas cria le prénom de son meilleur ami et sortit en emportant avec lui les cartouches et le fusil. Il fut suivi par Elisa et peu après par Gabin, portant à bout de bras le corps sans vie de sa camarade. Tous s'étaient regroupés devant Dmitri, qui se releva en boitant, la jambe fracturée. L'humanoïde, quant à lui, était mort. Le groupe était sous le choc, abasourdi par ce qu'il venait de se passer. Il pensait enfin être débarrassé de ces créatures, quand soudain, des bruits de pas provenant du toit de la maison retentirent. Les 5 compères se retournèrent et un monstre bondit des tuiles de la bâtisse pour atterrir sur le bitume de la route. La bête faisait près de 2,5 mètres de long. Elle possédait 6 pattes filiformes qui se terminaient par une pointe unique, à l'instar d'un insecte. Sa tête était lisse, de forme ovoïdale, sans yeux, ni bouche, ni narines. Juste une gerçure au milieu du visage. Son torse était jonché de petites rangées de trous, d'où sortaient de fines tentacules. La peau de l'être était de la même texture que celle de l'œuf que le groupe avait trouvé auparavant, et d'une blancheur uniforme sur tout le corps. Le monstre s'avança vers les adolescents, et la fente qui séparait sa tête en deux s'élargit, laissant apparaître un étrange faciès dont les attributs étaient en permanent changement. Tantôt, c'était le visage du double de Charline qui apparaissait, tantôt celui du clone de Nicolas. Son visage était en perpétuelle métamorphose. De ses yeux blancs, la créature fixa les 5 amis pendant quelques secondes, avant de lâcher un cri et d'envoyer à vive allure une de ses tentacules sur Elisa. Bien que blessé, Dmitri s'élança à grande vitesse sur sa camarade, lui permettant d'éviter l'attaque de l'entité. Cependant, c'est lui qui se fit transpercer par l'appendice blanchâtre. Il s'effondra au sol, le dard encore dans l'épaule. À terre, le garçon devenait de plus en plus pâle. Son meilleur ami, les cartouches en main, rechargea le fusil. Mais sans crier garde, le double d'Elisa surgit de la maison de la voisine et se mit à courir en direction du groupe. Le jeune homme, armé, la remarqua du coin de l'œil. Lui qui visait le monstre changea de cible, se concentra quelques instants et tira une balle en plein dans le front du clone. La créature à 6 pattes se retourna vers sa progéniture et poussa un puissant hurlement. Elle sortit sa tentacule de l'épaule de Dmitri et s'élança vers son ami. Mais ce dernier rechargea son fusil et lui décocha une cartouche dans la tête. Il rechargea à nouveau, une deuxième, il rechargea encore, et une troisième. La bête recula de plusieurs mètres, puis tomba au sol, sur le dos, agonisante, mais toujours vivante. Nicolas se rapprocha d'elle à toute vitesse et son faciès se changea en celui de l'adolescent, qui, dans un rugissement de colère, enfonça le canon de son arme dans la bouche du monstre et lui fit exploser le crâne. Il laissa tomber sa carabine, essoufflé et tremblant. « 30 minutes passèrent, et une voiture arriva sur les lieux. Les 4 amis étaient assis sur le porche de la maison de Nicolas, et ce dernier avait mis feu au cadavre du monstre qu'il avait abattu. Elisa, elle, avait appelé les secours qui n'étaient toujours pas intervenus en raison du point excentré de ces lieux, loin de toute métropole. La voiture s'arrêta et de celle-ci
sortit Arthur, le tuteur légal de Dmitri. L'homme était un ami du père biologique de l'adolescent, dont les parents étaient décédés alors qu'il était en bas âge. Ayant quitté son travail, il décida d'élever le garçon. Étonnamment, il paraissait assez jeune, dans la vingtaine. Il avait le teint caucasien, de longs cheveux noirs bouclés, un pantalon de costume gris, un veston noir qui surmontait une chemise blanche ainsi qu'une cravate noire, au nœud légèrement défait. Le jeune homme blessé s'avança vers son représentant légal pour lui raconter ce qu'il s'était passé. « Dmitri, tu es blessé. Vous avez appelé une ambulance ? T'inquiète, ça va. Je suis désolé, j'ai fait au plus vite. Charline, elle est... Morte, n'est-ce pas ? S'enquilla Arthur d'un ton sinistre. Oui. Le tuteur balaya les alentours du regard et reprit. Et ce sont ces choses qui vous ont fait ça ? Ces clones ? Ouais. Et puis aussi cette bestiole là. Il pointa du doigt en direction du cadavre enflammé de la créature. Par les paradigmes, c'est une reine voleuse de peau. Attendez, vous savez ce que c'est ce truc ? Demanda Nicolas, interloqué. Oui, c'est un parasite très dangereux qui peut reproduire et synthétiser de l'ADN. Il réfléchit quelques instants et reprit. Est-ce que vous êtes allé vous baigner dans le lac ? Oui. Hier soir ? Et je suppose que l'eau était vaseuse. Ouais, pourquoi ? Ah, vous n'auriez pas dû. C'est comme ça que le voleur de peau a eu votre ADN. Il répand une sorte de fluide reproducteur dans l'eau et synthétise du code génétique à partir de squames, de poils ou de peau morte. Il faut absolument que je prévienne la USEM. S'il y avait une reine, c'est qu'il y a peut-être d'autres de ces créatures dans les parages. Dmitri et son meilleur ami se regardèrent, intrigués. Tu as dit AUSEM? Oui, pourquoi ? Eh ben, chez ma voisine, il y avait une pièce fermée à clé. On y est entré pour se cacher en défonçant le cadenas et à l'intérieur, il y avait le clone de ma voisine. Il y avait aussi plein d'instruments médicaux et sur son bureau, il y avait des enveloppes avec marqué AUSEM. Arthur fronça les sourcils, Ta voisine, comment s'appelle-t-elle ? interrogea l'homme. Madame Andrews, je crois. Ma mère m'a dit qu'elle n'était pas française. Répondit le maître des lieux. Andrews... Les yeux du tuteur s'écarquillèrent. Emily Andrews. Ouais, c'est ça. Mais vous la connaissez ? Je l'ai connue quand elle était plus jeune. Je sais qu'elle est devenue cryptozoologue à l'agence, mais rien de plus. Nicolas afficha une mine fâchée. Mais attendez, vous en savez quoi de tout ça ? Dmitri, surpris, demanda. Mais enfin, qu'est-ce qui te prend? Eh ben, comment vous savez ce que c'était que ce monstre ? La USEM, ma voisine, c'est quoi ce délire ? Arthur souffla. L'AUSEM est une organisation paramilitaire et paragouvernementale qui œuvre pour protéger la population des phénomènes surnaturels. Il se trouve que j'y ai travaillé pendant de nombreuses années. Ça répond à tes questions, Nicolas ? Le jeune homme ne répondit pas. Écoutez, les enfants, je suis sincèrement navré de ce qu'il s'est passé. Je vais prévenir l'agence, mais je vous félicite. Vous avez très bien réagi. L'homme en costume s'éloigna et passa un coup de téléphone. 1 heure plus tard, 4 jeeps militaires marqués de l'insigne AUSEM vinrent sur place pour prendre les cadavres des voleurs de peau, ainsi que celui de Charline. Gabin et Elisa furent reconduits chez eux dans la plus grande des discrétions, traumatisés par ce qu'ils venaient de vivre, tandis que Dmitri se fit conduire à l'hôpital, accompagné par son tuteur. La dernière voiture de soldats alla entamer une ronde autour du plan d'eau, laissant Nicolas seul, dans la maison, au bord du lac. Fin.